Bonjour tout le monde, je m'appelle Ashley Byrne, je suis la coordonnatrice du réseau intersectoriel francophone pour les objectifs de développement durable. C'est le réseau qui est basé à l'Institut EDS, l'Institut en environnement, développement et société à l'Université Laval. Et une des initiatives de l'Institut EDS est de réaliser des midi-causeries pour ses membres, mais ces midi-causeries sont aussi ouverts à toutes et à tous. Donc, si vous n'êtes pas membre de l'Institut EDS, on vous invite quand même à participer à ces midi-causeries. Donc, si ça vous intéresse, on peut partager le lien plus tard pour vous inscrire à notre infolette puis avoir accès à tous les midi-causeries qui sont offertes à l'année. Mais l'activité d'aujourd'hui s'insère dans le cadre du Mois des ODD Canada. C'est une initiative de SDSN Canada et le réseau DD, étant un réseau pour les objectifs de développement durable, organise différentes activités. Donc, on s'est dit, pourquoi pas deux pierres un coup, Institut EDS, Midi Causerie, réseau DD, activité pour le Mois des ODD. Et ça insère complètement le lancement du livre dans la thématique des objectifs de développement durable et le développement durable en général. Alors, comme vous pouvez constater, je ne suis pas Liliana Diaz. Ma collègue Liliana, malheureusement, avait un empêchement pour être animatrice de l'activité d'aujourd'hui. Donc, je prends sa place, mais j'ai le plaisir de confirmer que nos deux autres intervenants sont effectivement ici avec nous ce matin. Donc, sans plus tarder, je vais les présenter rapidement. Nous avons avec nous François Antil, qui est professeur et directeur du département de génie civil et de génie des eaux de l'Université Laval. Il est spécialisé en hydrologie, hydrométéorologie, prévision des crues, changement climatique et gouvernance de l'eau. Il a rédigé conjointement trois manuels abordant ces thématiques. Pendant 5 ans, il a dirigé l'Institut en environnement, développement et société de l'Université Laval. Il a aussi dirigé le Centre de recherche de l'eau, ou le CO, de l'Université Laval pendant 4 ans. Il a reçu plusieurs prix pour la qualité de son enseignement et il est le créateur du MOOC Développement durable, enjeux et trajectoires qui a attiré des participants de plus de 100 pays. Puis, si j'ai bien compris ma collègue Liliana, il y a comme plus que 300 personnes, plus de 300 personnes inscrites pour la session actuelle du MOOC. Donc, félicitations pour le succès du MOOC François. Et je vais aussi présenter rapidement Claudia Laviolette, qui va aussi présenter ce midi. Claudia est docteure en sociologie et elle s'intéresse à la thématique du changement pour faciliter les transitions socio-écologiques. Ses études se situent généralement dans le domaine de l'alimentation. Par exemple, elle a étudié la thématique de la consommation des protéines alternatives à la viande pendant ses études doctorales. Aujourd'hui, Claudia accompagne les organismes de la société civile dans l'évaluation participative de leurs projets de développement durable. Donc, bienvenue à vous deux. François, j'ai compris que vous devez nous quitter peut-être vers midi et demi. Donc, on ne va pas vous faire attendre plus long. Je vous cède la parole pour parler un peu de la nouvelle édition du livre, puis peut-être le MOOC en général. Merci beaucoup, Ashley. Euh, M'entendez bien? Ça va, fonctionne? Oui, ça marche super bien. Parfait. Écoutez, je voudrais d'abord saluer tout le monde. Merci d'être présent puis de vous intéresser à notre ouvrage. Liliana et moi, on a travaillé longtemps sur cet ouvrage et même à plusieurs reprises. Je voudrais faire commencer par quelques remerciements. Je voudrais d'abord remercier Alain Garnier, alors qu'il était vice-recteur ici à l'Université Laval, a insisté fortement pour que Liliana et moi se planchions sur l'idée d'un MOOC en développement durable. Puis, il a permis que l'université nous offre plein de ressources pour pouvoir réussir ça. Puis d'avoir la confiance aussi là, de la direction universitaire. C'était la première fois que l'Université Laval faisait un MOOC et l'endossait. Je veux remercier Liliana. Dommage qu'elle ne soit pas là parce que je trouve que j'aurais pas été capable de faire ça sans elle. C'est un travail d'équipe. On a commencé ensemble. On avait une page blanche, en fait, plein de pages blanches. Puis on avait calendrier assez serré. Puis on a structuré ça à notre manière, un peu dans l'urgence, mais puis on est quand même content là, d'avoir réussi à concilier
nos visions un peu différentes, ou je dirais plutôt complémentaires du développement durable. Moi qui viens d'un milieu qui est plus scientifique, plus orienté vers l'hydrologie. Puis, il y en a qui ont un côté plus social, plus spécialiste du développement international. Je pense qu'en mettant nos talents ensemble, ça permettait d'espérer couvrir suffisamment large pour ce qui est devenu ce MOOC, puis ce qui est devenu le livre qu'on souligne aujourd'hui. Je remercie aussi Claudia qui va vous adresser la parole dans quelques minutes pour les ajouts importants qu'elle a fait cette nouvelle édition. Elle a travaillé beaucoup au dernier chapitre, alors que Liana puis moi, on s'est partagé là, la refonte puis l'amélioration des premiers chapitres. Euh, je vais terminer en mentionnant que même si ça fait déjà une dizaine d'années qu'on travaille qu'on offre ce MOOC, puis qu'on a quand même rejoint beaucoup de monde, par moment, c'est un défi de garder la foi, de garder l'espoir que les choses peuvent aller dans un sens plus positif, là. Par exemple, moi, j'enseigne le changement climatique, puis par moment, on a l'impression que la situation ne s'améliore pas beaucoup. Donc, c'est important d'avoir des forums comme le MOOC, d'avoir des communautés pour qu'on garde la flamme, puis qu'on continue à travailler à ce qu'on ait des conditions qui deviennent plus favorables pour qu'on puisse avancer ces enjeux-là qui sont importants, comme par exemple le développement durable, que vous savez, qui est maintenant une vision extrêmement large, qui inclut un paquet de choses pour le développement de la société, une société meilleure et un meilleur équilibre là, avec le fonctionnement de la Terre. J'arrêterai là. Je vous remercie d'être présent, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, François, pour cette mini-présentation. J'ai Liliana qui m'écrit par Teams pour confirmer qu'il y a en fait 1 000 personnes inscrites pour le MOOC ce mois-ci. Donc, bravo encore une fois. Puis, elle m'a demandé aussi de remercier les quelques acteurs importants, donc le PUL, le PUL, le département de géographie et la bibliothèque de l'Université Laval pour leur contribution à cette édition du livre. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à Claudia qui va nous présenter un peu de contenu basé sur le dernier chapitre, si je ne me trompe pas, du livre qui parle plus des changements de comportement dans le développement durable. Donc, Claudia? Oui, merci beaucoup. Alors, je viens de réaliser que dans la petite biographie que j'avais envoyée à Ashley, j'ai omis de dire que j'ai quand même été formatrice dans le cadre du MOOC pendant 8 ans. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de participants, beaucoup d'éditions du MOOC. Et je trouvais, là, tu sais, c'est fantastique comme matière. On apprend l'évolution, comment on en est arrivé au concept de développement durable. On apprend les cycles géochimiques de la Terre. Et tout ça, ça nous fait arriver à la fin du mois. Moi, j'avais toujours l'impression avec cette idée que, ben, mon Dieu, là, il faut changer, il faut absolument faire quelque chose, mais que faire, comment changer? Et moi qui est fasciné par la question du changement pour le développement durable, de perspective dans les sciences sociales de façon générale, c'est mon background, ben, je me suis dit, pourquoi ne pas rédiger dans cette nouvelle édition du manuel un nouveau chapitre, le chapitre 7. Il est tout nouveau, tout frais. Et ça s'appelle Les voies du changement. Donc, j'ai vraiment tenté de rédiger ça là, avec mes compétences en sciences sociales et je voulais rendre la chose aussi pratico-pratique que possible pour que les participants du MOOC, une fois qu'ils arrivent à la fin comme ça, ils aient quelque chose à s'accrocher pour dire, OK, si je veux faire quelque chose, si on veut faire quelque chose, on fait quoi? Donc voilà, ça s'appelle Les voies du changement. Ashley, tu peux passer à la prochaine. Et en fait, bon, j'ai décidé de formater, d'orienter la discussion autour d'un concept, du concept de l'acteur collectif. On peut déjà passer pour le voir en graphique, mais avant de parler d'acteur collectif, en fait, j'ai juste pour quelques mots pour dire qu'en sciences sociales, là, tu sais, il existe un débat constant, intemporel sur qu'est-ce qui fait que les gens changent, qu'est-ce qui fait que les gens agissent, les sociétés agissent telles qu'elles le font et qu'elles puissent en venir qu'à changer. Alors, c'est vraiment le grand débat acteur versus structure, où d'un côté, il y a des disciplines, des sciences sociales, qui mettent beaucoup l'emphase sur les acteurs, les individus avec leur libre arbitre.
l'individu qui serait très rationnel finalement, à qui il faut donner de l'information pour pouvoir leur faire changer leur comportement. Donc, les disciplines de l'économie, de la psychologie, historiquement, ce sont des disciplines qui mettent beaucoup d'emphase sur l'individu, les acteurs avec leur libre arbitre. Et à l'autre bout du spectrum, on a des disciplines qui mettent beaucoup plus l'emphase sur les forces externes qui souvent modulent un peu les actions des individus. Donc, des disciplines comme la science politique, la sociologie, l'anthropologie sont des disciplines qui sont beaucoup plus structuralistes, qui mettent l'emphase sur justement les structures qui encadrent les individus. Donc, à la limite, on pourrait voir là, avec les approches très structuralistes des gens qui sont un peu les marionnettes de leur structure politique, structure culturelle, sociale. Donc, ce débat-là, acteur versus structure, il transcende vraiment les sciences sociales de façon générale, historique, et ça s'est obstiné très fort depuis, en fait, la naissance des sciences sociales sur qu'est-ce qui est le plus prédominant pour expliquer autant comment les gens agissent que comment les gens peuvent changer. Mais on peut changer peut-être de diapo. Afin de surmonter le débat acteur versus structure, et vers la fin du 20e siècle, ça a commencé à être un peu remis en question, cette dualité-là, et aujourd'hui encore plus que jamais. Et moi, la façon que je propose de surmonter ce dualisme-là, c'est via le concept de l'acteur collectif que vous voyez ici dans un graphique. Alors, l'acteur collectif, ça dit que l'individu, finalement, fait partie des pratiques sociales, qui font partie des organisations, qui font partie d'un cadre socio-culturel très large. Et que toutes ces sphères-là, finalement, interagissent vraiment l'une envers l'autre. C'est pas un ou l'autre, c'est toujours un dans l'autre, un et l'autre. Donc, les quatre sphères s'influencent mutuellement et donc le changement peut provenir de n'importe quelle de ces sphères d'action. Alors, comment choisir une sphère d'action? Je vais vous les présenter là, une après l'autre avec des stratégies d'action très concrètes. Comment choisir sur quelle sphère d'action jouer? Ben, moi, je dirais que ça dépend beaucoup de la problématique à laquelle on s'intéresse, de ce qu'on souhaite mettre de l'avant comme changement et toujours garder en tête que même si on agit sur l'individu, ben, souvent, ça peut aussi faire changer les cadres socioculturels. Donc, il faut vraiment voir là, le concept de l'acteur collectif comme quelque chose qui est très mutuellement, là, qui s'influence mutuellement l'un l'autre. Alors voilà, la présentation aujourd'hui, je vais vous présenter chacune de ces sphères de l'acteur collectif avec finalement je vous présente des concepts très généraux dans chacune des sphères et ensuite je vais passer rapidement aux stratégies d'action qu'on peut déployer là, pour essayer de susciter des changements et de soutenir des changements pour les transitions socio-écologiques. Alors, on peut passer à la première sphère qui est les approches au changement qui sont centrées sur les individus. Donc, tu sais, ce que je dirais, c'est que pendant longtemps, là, dans la grande débat acteur versus structure, pendant longtemps, le mouvement environnemental a longtemps vu le changement comme quelque chose où il fallait finalement convaincre les individus, tu sais, s'attarder à la raison des individus en disant, si je vous explique quel est l'impact environnemental entre tel et tel choix, les GS dans un choix alimentaire ou un autre, que si vous comprenez rationnellement les impacts, que vous allez changer votre comportement. Ça a été longtemps de ça, pendant longtemps même dans le mouvement environnemental, donner beaucoup d'informations aux individus avec la thèse qu'ils étaient rationnels. Tandis que là, plus récemment, dans les 10, 15, 20 dernières années, les approches qui sont centrées sur les individus ont un peu changé le focus de dire que finalement, les individus, c'est plus tant faire appel à la rationalité des individus quand on parle d'approche centrée sur les individus, mais plus les facteurs qui sont un peu plus subconscients qui influencent néanmoins l'action des gens. Donc, les comportements, là, dans les nouvelles approches centrées sur les individus, les comportements sont influencés beaucoup par ce qu'on pourrait dire des biais cognitifs. Ça, c'est un concept qui nous vient de la psychologie sociale. Donc, il y a des biais de statu quo, les biais de normes sociales, le biais de proximité. Les biais cognitifs, il y en a des centaines et qui influencent l'action sans être particulièrement de façon rationnelle. Et moi, dans mon doctorat, j'ai étudié les représentations sociales qui sont ultimement les métasystèmes faits de valeurs, de croyances, de normes sociales, tout ça mis ensemble, finissent par être un filtre pour guider l'action des individus vis-à-vis de certains d'objets variés. Donc, autant les représentations que les biais cognitifs, ce pas des concepts qu'on envisage comme étant
faisant appel à la rationalité des gens. C'est des choses qui agissent vraiment plus sur le subconscient des gens, mais qui guident néanmoins de façon assez majeure les actions des individus. Alors là, si on veut essayer de jouer sur ces facteurs-là, sur ces concepts-là pour susciter le changement dans le domaine du développement durable, il y a quelques approches il y a quelques leviers d'action qu'on peut mobiliser. Par exemple, on peut parler des nudges et toute cette question de l'architecture des choix. Donc, les nudges, il y a deux prémices de base. La première prémisse étant que l'impact des biais cognitifs sur l'action, elle est inévitable. On ne peut pas vraiment, même si je vous en explique quelques-uns, il y en a trop des biais cognitifs. Donc, vous allez être influencé, tout le monde est influencé par les biais cognitifs par rapport à leur action. Et l'autre prémisse des notes, c'est que la façon dont les environnements des choix sont organisés, donc un environnement des choix, ça peut être un ménage, un restaurant, un hôtel, une municipalité, partout les choix sont mis d'une façon ou d'une autre dans l'environnement des gens. Dans la théorie dans l'économie comportementale, on appelle ça de l'architecture des choix, et que cette façon d'organiser l'environnement des choix, elle va nécessairement activer des biais cognitifs qui vont influencer l'action. Donc, sachant cela, pourquoi, et là je vous définis le nudge, pourquoi ne pas changer les environnements des choix de façon intentionnelle pour déclencher des biais cognitifs, pour générer là, finalement les bons choix, pour atteindre les bons choix. Donc ça, c'est un nudge, c'est la modification active de l'environnement des choix pour favoriser les bons choix. Donc, il y a toujours les nudges qu'on peut essayer de mobiliser quand on parle de faire changer les comportements des individus. Le marketing social aussi. Donc, le marketing social, ça vise aussi le changement de comportement des individus en utilisant toutes les stratégies finalement du marketing le marketing là, le normal auquel on est bien habitué, mais qu'on applique pour faire changer les comportements. Et tout ça se déploie souvent, autant les nudges que le marketing social, beaucoup de tout ça se déploie via la communication qu'on peut générer autour de certains enjeux. Donc, voilà, le premier levier d'action, c'est les approches centrées sur les individus où on essaie de mobiliser les facteurs un petit peu plus subconscients de manière concertée et ça pour influencer les choix. On peut passer à la prochaine approche. Ah non, un petit exemple pour illustrer tout ça. Donc, par exemple, le lundi sans viande, le Meatless Monday, qui est un mouvement qui existe depuis plusieurs années. Ce mouvement-là, en fait, se base sur plusieurs biais cognitifs, là, si vous voulez. Donc, je vous en donne quelques-uns. Il y a probablement l'effet de nouveau départ. Le fait que, tu sais, la semaine prochaine, les diètes fonctionnent aussi beaucoup comme ça, là. La semaine prochaine, je vais commencer. On a toujours l'impression que la semaine prochaine, ça va être un nouveau monde une nouvelle réalité. Donc ça s'appelle l'effet de nouveau départ. Il y a le biais de la granularité temporelle. Quand on dit c'est une journée, c'est pas pour toujours, c'est juste une journée par semaine. Ça, c'est un effet, là, la granularité temporelle. Il y a aussi l'effet, le biais de normes sociales plus descriptives. Si les autres le font, étant donné que c'est un mouvement, ça nous motive souvent à le faire. Donc, le lundi sans viande, là, ce mouvement-là se base sur quand même plusieurs biais cognitifs. Et aussi, c'est une bonne campagne de marketing social où on vise un changement de comportement, manger moins de viande. Donc, c'est exactement ce que le marketing social fait, des messages positifs plutôt que culpabilisants. Ça aussi, on est dans le marketing social. Et quand on veut créer un mouvement collectif, là aussi, on est dans le marketing social. Donc là, lundi sans viande, c'est un bon exemple d'initiative qui essaye de jouer sur les individus et leur changement de comportement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, l'autre couche, la couche au-dessus de l'individu, c'est les approches qui sont dans la littérature, on les appelle les approches qui sont centrées sur les pratiques sociales. Donc, toute la littérature en social practice theory, les pratiques sociales. Et ça, dans le débat sociologique là, opposant l'individu versus structure, c'est une des théories qui essaye de surpasser ce débat-là aussi en disant écoutez, c'est pas, il faut pas se concentrer ni tant ça sur les structures, ni tant ça sur les individus, mais plutôt sur la pratique. Et la pratique, dans cette théorie-là, c'est fait de trois sphères, hein. On la voit à droite ici. Il y a toutes les matérialités, toutes les choses qu'on a besoin de faire. Même au-delà des choses, on peut penser aussi aux infrastructures, aux outils, à l'aspect matériel. Donc, on a besoin de ça pour faire une pratique.
On a souvent besoin de compétences aussi pour que la pratique fonctionne et de signification qu'on attribue à la pratique. Donc, juste pour exemplifier, par exemple, la pratique de conduire une voiture, ben, ça prend non seulement la voiture, mais aussi des routes, des infrastructures. Ça, il faut savoir conduire, donc il faut avoir son permis de conduire, il faut prendre des cours. Donc, ça, il y a tout un aspect compétence. Mais il y a aussi tout l'aspect des significations. C'est quoi les significations qu'on attribue au fait de conduire une voiture? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est le fait de se réaliser peut-être comme personne? Donc, il y a toujours un ensemble de significations qu'on peut attribuer à une pratique. Donc, dans la théorie des pratiques, on peut se demander comment les pratiques en viennent à changer, hein. Une pratique étant l'espèce de triangulation de ces trois facteurs-là, de ces trois piliers des pratiques. Mais dans la littérature, on dit souvent que ce qu'il faut, en fait, c'est briser les liens entre les piliers des pratiques, les liens établis. Donc, cette idée que de conduire, ça nous apporte la liberté, par exemple, ce qu'on peut faire pour essayer de rompre ce lien-là. Je le verrai, et là encore une fois, tout est dans tout, là. Donc, par exemple, une campagne de sensibilisation ou une campagne à la télé qui verrait quelqu'un dans une auto pris dans le trafic avec quelqu'un d'autre en vélo qui, tout libre, passe à côté des gens pris dans le trafic, ben, ça vient un peu casser cette idée qu'en voiture, on est libre. Donc, c'est une façon qu'on peut venir changer les pratiques sociales. Alors, il y a beaucoup, les pratiques sociales, ça réfère beaucoup, on est quand même encore proche des individus, ça réfère aux pratiques quotidiennes, souvent les pratiques alimentaires, de mobilité, d'habitation. Et il faut quand même voir que, tantôt je parlais de l'architecture des choix avec les nudges, souvent ces pratiques quotidiennes-là, c'est là où les individus sont le plus des architectes des choix, peuvent le plus décider, j'achète ici dans ma maison, je ne l'achète pas ou je le mets ici, donc, on est à bien des égards des architectes de nos propres choix quotidiens. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là de dire qu'on a souvent les individus, c'est là qui ont le plus de pouvoir de changer, c'est au niveau des pratiques sociales. Et puis, pour bien comprendre comment qu'une pratique fonctionne et comment qu'on peut la changer, c'est important de comprendre deux choses à caractère un peu plus social. Donc, premièrement, je dirais la chose la plus importante, c'est de comprendre les rôles sociaux des gens qui ont des pratiques de mobilité, d'alimentation. Donc, les rôles sociaux, on peut parler des rôles de mère, des rôles de parents, par exemple, être mère, être père, être un enfant. On peut penser à nos rôles dans le milieu du travail, être un bon employé, un bon ami, un membre de la communauté. Et là, je dis un bon ami, un bon membre de la communauté, parce que souvent, on réalise que ce que les gens veulent, ils veulent juste faire une bonne performance de leurs rôles sociaux. Et pour bien performer leurs rôles sociaux, ils ont besoin d'avoir des choses variées. Donc, par exemple, il y a peut-être cette idée-là prévalente que pour être un bon parent, il faut avoir une maison en banlieue. Ça reste un peu prévalent dans notre société. Donc, c'est la bonne performance de nos rôles sociaux qui va expliquer pourquoi on se déplace d'une telle manière, pourquoi on mange d'une telle manière, pourquoi on habite à un tel endroit. Donc, bien comprendre les rôles sociaux des gens, c'est très important pour comprendre les pratiques. Et aussi, comprendre les groupes sociaux. Et là, les groupes sociaux, je parle plus des distinctions de genre, d'âge, de classe sociale, d'ethnie. Tout ça vient donner une saveur à la façon dont on déploie aussi nos rôles sociaux et qu'on déploie aussi nos pratiques sociales. Donc, pour bien comprendre comment on peut changer une pratique sociale, il faut vraiment là, s'attarder aux rôles sociaux des practitioners, là, des praticiens, comme on appelle dans la théorie des pratiques, et aussi leurs groupes sociaux. Et ça nous permet d'aller chercher là, les bons leviers d'influence. Donc, si on fait, oui, ben, mon exemple, alors là, il y a une coop, la coop Roulib sur le campus de l'Université Laval, qui a un projet qui vise à libérer le potentiel du vélo utilitaire chez les étudiants à faible revenu et les personnes immigrantes de Sainte-Foy. Alors, pour essayer de comprendre comment faire la promotion du vélo utilitaire chez ces populations-là, la coop Roulib a commencé par faire un sondage et à faire des groupes de discussion avec les deux populations qu'elles visent par leur projet pour essayer de vraiment bien comprendre justement c'est quoi leurs rôles sociaux, c'est quoi leurs caractéristiques et c'est où leurs besoins, c'est quoi leur motivation à utiliser le vélo utilitaire, sont où leurs défis et puis pour adresser vraiment, pour moduler leur offre sur ces réalités-là.
Donc, on vise vraiment via des ateliers, par exemple, de réparation de mécanique de vélo. Donc là, on vient jouer ici sur le volet compétences des trois piliers. Je sais qu'ils veulent aussi donner des vélos à leur population cible. Donc là, on vient jouer sur le côté matérialité de tout ça. Je sais qu'ils font des balades de vélo en hiver. Donc là, vraiment, on essaie de changer un petit peu la signification du vélo, passer de le vélo, c'est pour faire de la plaisance l'été. Ah, non, non, tu peux aller faire ton épicerie l'hiver aussi. Donc, ils jouent vraiment sur les trois piliers des pratiques pour essayer de faire évoluer les pratiques de mobilité de leur population visée. Alors, prochaine diapo. On est maintenant rendu à une autre couche de notre concept de l'acteur collectif, donc les approches au changement centrées sur les organisations, les institutions. Donc, tu sais, quand on se demande qu'est-ce que c'est une organisation, qu'est-ce que c'est une institution, ben, en fait, tu sais, on voit que c'est un ensemble de règles, de codes, de procédures à suivre, d'énoncés de mission. Tu sais. Dans les autres sphères, on n'écrit pas tant que ça les règles qui sous-tendent, par exemple, l'organisation des pratiques sociales. Mais quand on est au niveau organisationnel, souvent, on va écrire des chartes, des énoncés de mission, des règlements. Donc, c'est vraiment, souvent, ça peut être dans l'écrit, mais ça peut être aussi à l'oral. Donc là, on pense à des institutions souvent peut-être publiques, des municipalités, des gouvernements, ce genre de choses-là, le système scolaire, les entreprises. Et je rajouterais à ça les professions, souvent, surtout quand les professions sont encadrées par un ensemble plus codifié, là, des ordres, par exemple. Là, ça devient vraiment une institution en soi. Et c'est sûr que quand une institution, une organisation en vient qu'à changer, souvent l'effet, il finit par perdurer pendant longtemps parce que les changements vont faire de l'effet sur les gens, même après ceux qui ont effectué les changements. Donc, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les changements organisationnels vont encore donner des effets au niveau du comportement des individus. Donc là, ici, pour changer les institutions, les organisations, c'est complexe, mais il y a quand même des leviers de changement. Ils peuvent venir comme de deux grandes sources. Premièrement, on peut effectuer un changement via les leaders, via les dirigeants des entreprises ou les élus des gouvernements, par exemple. Donc là, on peut déployer des stratégies soit directes. Par exemple, en démocratie, on peut voter pour nos élus. Donc, c'est important d'aller voter pour des gens peut-être qui ont des orientations pour le développement durable claires. C'est vraiment une bonne façon d'effectuer un changement au niveau organisationnel. Il y a d'autres stratégies directes, par exemple, écrire à ses élus, le lobbying, c'est d'aller faire de la représentation d'intérêt directement aux élus. On pense souvent que c'est les gens, c'est pas nécessairement pour des bons intérêts, le lobbying, mais ça peut être pour toutes sortes d'intérêts. Donc, il y a certainement des approches via les leaders plus directs. Mais il y en a aussi des plus indirects. Donc, quand on parle des manifestations, des grèves et tout ça, c'est aussi pour mettre de la pression sur les élus de façon un peu plus indirecte. Donc, c'est une bonne stratégie pour changer les organisations. Mais il y a aussi une autre stratégie qui est un peu plus bottom-up, je dirais, comme stratégie au changement, qui vise la compréhension et l'assistance des structures internes aux organisations. Donc, quand je dis structure interne aux organisations, je parle beaucoup par exemple, de la fonction publique dans le domaine de l'administration publique, les employés d'une entreprise, ce genre de structure-là qui est inhérente aussi aux organisations. Et même si c'est pas facile, je dirais, pour un fonctionnaire, par exemple, de changer l'État, il y a toujours des espaces de liberté, malgré tout, dans nos fonctions professionnelles, quand on les regarde. Souvent, peut-être un programme va être appelé à se renouveler, et là, il faut regarder les règlements qui entourent ce programme, on peut faire des mises à jour, et ça, c'est souvent les employés, par exemple, les fonctionnaires de l'État qui vont pouvoir se pencher sur ces dossiers-là et peuvent effectuer des changements. Donc, il faut comme regarder un peu plus les cycles de révision, quand est-ce que les choses se font mettre un petit peu dans la machine on regarde ce qui se passe et on évalue si nos stratégies sont bonnes. Et là, on peut vraiment en venir à assister les structures internes aux organisations de diverses façons. Moi, je travaille, on finance des organisations pour les projets de développement durable là, au Fonds d'action québécois pour le développement durable. Et il y a beaucoup de projets qui visent à accompagner les municipalités à faire des plans d'action, à faire des entreprises de concertation avec d'autres
avec d'autres acteurs. Donc, il y a vraiment moyen d'assister quand même les structures dans leur changement, même si c'est pas facile. Donc, si on regarde un exemple, là, j'ai pris l'exemple d'une manifestation, finalement, pour le climat. On se rappelle quand que ça se passait. Donc là, ici, on parle d'une stratégie directe qui visait à vraiment parler aux leaders de ce monde pour en venir à changer pour le climat. Donc, Greta, elle a tenté de faire ça pendant plusieurs années. Et parler aussi aux Nations Unies, aux élus, là. Donc, c'est un peu la stratégie déployée. Et finalement, la dernière sphère de l'acteur collectif, c'est la plus haute, et c'est les approches au changement qui sont centrées sur les grands cadres socio-culturels. Donc là, tu sais, au début, je parlais des représentations sociales hein, comme facteur vraiment centré sur les comportements individuels. Puis là, je disais que les représentations sociales, c'était un métasystème de valeurs, de croyances, de normes sociales, d'aspects de l'attitude et tout ça, donc comme un espèce de métasystème. Mais finalement, là, je le remets ici, valeurs, croyances et normes qui façonnent l'action collective. Et là, on voit très bien à quel point tout est dans tout et tout est interconnecté parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une culture si c'est pas ça? Qu'est-ce qu'on, ensemble, dans un groupe de personnes données, ce à quoi on pense nos valeurs collectives, nos normes collectives, nos croyances collectives, qui finalement, éventuellement, on finit par les intégrer en nous via comme les représentations sociales qu'on a d'objets, mais c'est la même chose, c'est juste que là, on est dans un aspect, on est dans une sphère un peu plus haute où les choses sont un peu plus c'est moins dans les individus quand on parle de cadre socio-culturel, mais finalement, la culture n'a pas de réalité ontologique autre que dans notre tête, nos mains, notre cœur. Et c'est vraiment interconnecté. Donc, quand on change les représentations sociales, quand on change les valeurs, on change autant les cadres socio-culturels qu'on peut changer les représentations sociales des individus là, face à des objets. Donc là, attendez juste un petit instant. Comment qu'on en vient à se doter collectivement justement de valeurs collectives, de croyances collectives? Bien, finalement, c'est via la socialisation, hein, qui peut être primaire ou secondaire. Primaire, c'est pendant l'enfance, avec la famille. Secondaire, c'est un peu plus via, par exemple, les médias, ou aussi même, par exemple, l'école. Et on finit par se faire socialiser comme ça. On se fait transmettre, mais aussi on peut changer, on peut transformer les valeurs, les croyances, les normes qui façonnent l'action collective. Et comment qu'on peut y arriver? Ben, finalement, c'est en développant l'esprit critique via les dialogues transformateurs. Et puis, le but visé ici, c'est vraiment là, de construire une vision commune de ce à quoi la lutte ou l'adaptation aux perturbations environnementales ressemble concrètement. Donc, vraiment de se doter d'une vision commune de l'adaptation ou de l'atténuation là, des facteurs environnementaux. Donc, un bon exemple de ça, ce qui est sur la prochaine diapo, c'est les collectivités zen, qui est un projet là, qui vise finalement là, un dialogue social pour la planification et la transition socio-écologique à l'échelle territoriale. Donc, l'objectivité là, des collectivités zen, c'est de rassembler des individus, des organisations. Là, on parle vraiment de plusieurs genres de groupes, là, ça peut être des entreprises, des organisations de la société civile, des gouvernements, des individus. Bref, on met beaucoup de genres de personnes autour de la table situées dans un territoire spécifique. Et là, le but, c'est de créer une vision commune pour le futur de ce territoire-là et de planifier collectivement les actions pour mettre en œuvre cette transition socio-écologique. Donc, ultimement, je pense que beaucoup de l'espoir pour favoriser les transitions socio-écologiques se situe à ce niveau-là. À un moment donné, il va falloir leur remettre en question fondamentalement notre système moderne de développement avec toute son emphase sur la productivité, l'efficacité qui nous mène finalement à plusieurs crises environnementales. Et selon moi, c'est beaucoup à ce niveau-là que ça se joue, le grand cadre socioculturel. Je les vois pas tant que ça encore, les exemples de remise en question. On le voit via Collectivité Zen et d'autres projets, mais j'aurais tendance à dire que c'est probablement la sphère où on a besoin le plus de projets et de choses à discuter tout le monde ensemble pour se doter de nouvelles. Là, tu sais, il faut être excité par rapport à notre prochain projet de développement qui va être plus durable. Et pour ça, il faut se rassembler tous et en discuter ensemble. Alors voilà
C'était donc c'est le cœur de mon chapitre sur les changements, les voies du changement pour le développement.